Les femmes surdouées atteintes de haut potentiel, pourquoi ce titre? Vous le découvrirez dans cet entretien. Bienvenue sur Intensément. Je suis Raph et ceci est le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués ou moutons. Ouh, je saigne que j'ai touché une corde sensible. Le sujet des femmes surdouées ou HPI ne domine pas les débats sur les réseaux sociaux. Et force est de constater aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur la représentation des femmes à haut potentiel intellectuel. Pourtant, il est remarquable que dans la plupart des groupes HPI et surtout zèbres, la majorité, voire l'immense majorité des membres sont fémininement genrés. En 2014, Nadine Kirchgessner, diplômée en psychologie et en sciences de l'éducation, sort un recueil de témoignages intitulé « Des femmes surdouées ». Dans cet ouvrage, pas de revendications féministes ou préoccupations de genre qui dominent les débats aujourd'hui. Les témoignages souvent poignants et humbles sont des confidences de femmes sur leur enfance, souvent déterminante, leur adolescence, leurs souffrances et leurs joies, bref, leur parcours de vie. Statistiquement, il y a autant de femmes HPI que d'hommes. Pour les tenants de la psychologie ou neuropsychologie basée sur la science et la recherche, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes à haut potentiel intellectuel. Mais on le sait, l'expérience de vie des unes et des autres dépend aussi de l'environnement culturel et social, et donc de la place des femmes dans la société. Une place qu'elles doivent occuper dès leur plus jeune âge, avec ou contre des archétypes et stéréotypes qui influenceront leur éducation. Et l'éducation des enfants HPI, c'est aussi l'un des sujets favoris de Nadine Kirchgessner, que l'on peut retrouver aussi sur son site planetesurdoué.fr et son groupe Facebook Haut Potentiel Surdoué et Positif. Les femmes surdouées atteintes de haut potentiel, pourquoi ce titre? Vous le découvrirez dans cet entretien. Bonne écoute! Alors, Nadine Kirchgessner, bienvenue sur Intensément. Bonjour. La première question, qui est toujours la même en général, peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Nadine Kirchgessner. Je connais depuis très longtemps l'univers du haut potentiel, puisque j'ai été testée quand j'avais 8 ans. Et ensuite, j'ai eu 3 enfants qui ont aussi été testés petits et donc qui sont doués. Maintenant, ils sont adultes. Mon dernier enfant a 27 ans. Donc, depuis très très longtemps, je m'intéresse à ça. Depuis les 3 ans de mon fils aîné, donc ça fait une bonne trentaine d'années. J'ai créé le site Planète Surdouée en 2009. Et ensuite, j'ai écrit 3 livres dans la continuité de ce site. Et tu as aussi créé le groupe Facebook Au Potentiel Surdoué et Positif. Voilà, j'ai aussi des interactions de ce côté. Donc en fait, mon premier livre des femmes surdouées, donc c'est le sujet de ce podcast. Je l'ai écrit parce que j'avais beaucoup de femmes qui m'écrivaient sur mon site. Il y avait des interactions entre les gens. Je me suis dit, tiens, je vais faire un livre sur les femmes, exclusivement les femmes, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup plus de femmes. Il y avait aussi des hommes, attention, mais c'est uniquement un parti pris comme ça de ma part de faire sur les femmes, parce que bon, on n'en parlait pas tellement. Et puis entre-temps, donc quand mes enfants étaient plus grands, j'ai repris des études, donc c'est important aussi ça comme point. Ah ben oui. Oui, j'ai repris des études, donc d'abord de sciences de l'éducation, parce qu'en fait, je m'intéressais beaucoup à l'éducation. Je me suis intéressée à l'éducation de mes enfants, évidemment, puisque on a dû se bagarrer donc avec mon mari pour les sauts de classe. Parce que un saut de classe, bon, c'est à peu près accepté, et encore très difficilement. Mais alors 2, n'en parlons pas. Pour chaque enfant, 2 sauts de classe. Voilà, les 2 aînés et le 3e, il n'en a pas eu besoin. En fait, nous, on faisait selon les besoins. Quand on a fait un premier saut de classe, on espérait que ça se passe bien, et puis bon, ça n'était pas assez. Donc voilà, on a dû se bagarrer. Donc je m'étais beaucoup intéressée à l'éducation. Donc j'ai fait sciences d'éducation à Paris 8, la licence et le master. Et puis j'ai bien vu que ce n'était pas suffisant, et j'ai repris des études de psychologie pour ne pas écrire de choses non scientifiques sur mon site. Je voulais vraiment bien comprendre tout. Alors, je ne sais pas si je peux le dire maintenant, mais bon, moi j'ai créé Planète Surdouée au tout début, à la suite d'un refus. Quelquefois dans la vie, on a des refus qui finalement aboutissent sur des bonnes choses. Parce qu'en fait, donc avec nos enfants, on s'était inscrit à la FEP. C'est-à-dire donc? À la FEP, donc l'Association française des enfants précoces. Et puis c'était quand mon fils aîné avait 5 ans. En fait, au départ, il y avait l'ANPEP, donc
qui est l'autre association française qui a été créée par Jean-Charles Terrassier. Et la FEP, c'était au départ une antenne Île-de-France, tenue par Sophie Cotte, dont elle était la présidente. Et Sophie Cotte a créé la FEP à ce moment-là, dans ces années-là. Je crois que c'était vers 1993, un truc comme ça, parce qu'elle voulait s'occuper beaucoup d'éducation. Et elle disait qu'à l'ANPEP, on s'occupait beaucoup trop de psychologie. Et c'est vrai que moi, j'avais cette impression qu'il fallait plus s'occuper de pédagogie pour ces enfants-là, puisqu'en fait, ils apprenaient plus vite et leur grand malheur, c'était qu'on ne les laissait pas avancer. Et donc, étant à la FEP, il y avait un livre d'or. Le livre d'or, c'était plein de gens qui disaient quel malheur, quel malheur, quel malheur. Mon enfant ne va pas bien, mon enfant, enfin vraiment, c'était que du malheur. Et je m'étais dit, tiens, je vais écrire quelque chose de positif, que mes enfants ont sauté des classes et puis que maintenant ils vont très très bien. Et alors j'ai écrit un commentaire, j'ai écrit un commentaire avec ma fille, je me rappellerai tout le temps, et il n'est jamais apparu le premier commentaire. Donc avec ma fille, on se disait, bon, c'est quand même bizarre, bon ça se fait, ça marche pas, on va en mettre un deuxième. Et notre commentaire n'est jamais apparu. Bon, on n'a pas très bien compris. Et mon fils aîné à cette époque, donc il était dans une école, il est ingénieur informatique à Grenoble, et donc il m'a dit, écoute, je vais te faire un blog et puis comme ça tu feras tout ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'est né Planète Surdouée. Qui est donc un des plus anciens blogs sites sur les surdoués. Oui, de 2009. Bon, il n'est pas le plus ancien. Le premier, je crois que c'est douance.org, de Philippe Goudiou, donc qui a écrit un livre avec Jean-Charles Terrassier. Ils ont écrit le guide des enfants surdoués. Je sais plus trop le titre exact. Donc c'est le premier blog français, du moins. Et donc c'est vrai que voilà, c'est né comme ça de ce refus en fait que je n'ai jamais trop compris. Mais est-ce que tu penses que ça fait partie de cette idée de ce qu'on comprend en filigrane à cette époque-là, pour que non pas la problématique, mais pour que le sujet des surdoués soit entendu par les gouvernements, il fallait insister sur le côté négatif? Oui, certainement. Alors qu'en fait, moi j'aurais voulu insister sur le fait que l'enfant il saute une classe et après il va vraiment mieux. C'est ce que nous, on a toujours remarqué avec nos enfants, parce qu'ils s'ennuyaient énormément, et même des fois avec un seul saut de classe. Moi, ma petite fille, donc j'ai eu ma petite fille, maintenant elle est grande, et à 6 ans, donc elle était en CE1, donc elle avait déjà sauté une classe quand même, parce qu'ils ont sauté la grande section. Elle s'est sauvée de l'école. Donc c'est quand même un truc incroyable, quoi. On en reparlera tout à l'heure de ces histoires de génération. Donc tu as la double casquette à la fois d'avoir fait des études en psychologie, mais aussi en sciences de l'éducation. Voilà. Alors en sciences de l'éducation, ce qui était intéressant aussi, c'est que donc le directeur à Paris 8, qui avait travaillé aussi avec Gabriel Végan en Allemagne, donc sur le sujet des surdoués aussi, il était très intéressé par ça, et il a travaillé aussi avec Gunther Schmidt en Autriche, qui était un proviseur du lycée. Et eux, ils avaient fait des possibilités dans un lycée, donc à Vienne, pour des enfants surdoués. S'il y en avait un qui était fort en maths, par exemple, s'il était en 5e, il pouvait aller en 4e en maths, suivre. Voilà, il y avait une souplesse, donc ils avaient monté ça. Tout ça, c'est sur mon site. Donc petit à petit, voilà, j'ai amélioré le site, je l'ai enrichi. Il y a des gens qui ont fait des commentaires, des témoignages. Donc j'avais beaucoup de femmes, et donc mon livre est sorti en 2014. Donc pendant que j'étais en 3e année de psychologie, j'ai fait ça en même temps, quoi. C'est un livre principalement de témoignages, donc c'est un recueil de témoignages. Mais les 60 premières pages sont des explications qui étaient issues de mes cours aussi, sur la douance, le QI, comment on fait les tests, etc. Ce qui est assez conséquent, et ce qui est quand même primordial quand on fait un livre sur les hauts potentiels, sur les surdoués, de savoir de quoi on parle et de poser le contexte. D'expliquer, parce que c'est vrai que au départ, donc là c'est les 60 premières pages, donc qui sont assez concises en fait, et puis après les témoignages. Je vous prends 15 petites secondes pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez soutenir Intensément Podcast et le partage des connaissances les plus fiables possibles sur les sujets HPI au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Si ce média vous informe, vous aide ou vous apporte, votre aide est nécessaire à sa pérennité, sa qualité et au maintien de mon travail. Vous pouvez contribuer de manière ponctuelle ou mieux régulière dès 1,99€ par mois pour un épisode par semaine. Les infos sont en description. Merci intensément à toutes celles et ceux qui rejoindront la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Et tout de suite, la reprise de ce fascinant entretien.
Tu m'as dit ce matin que tu as lu le témoignage de Bleuhen, par exemple. J'en ai lu plusieurs aussi. J'ai trouvé qu'il y a des gens qui écrivent extrêmement bien. Hein. Des fois, j'étais vraiment un peu stupéfaite. Hein. Je me disais, c'est pas possible. Et je te parlais du témoignage de Bleuhen parce que justement, ce qui est intéressant, donc avec la pédagogie et l'éducation nationale, c'est que son père était proviseur. Oui. Comme elle écrit, elle était faite pour les études, mais son père, il avait une idéologie d'éducation nationale qui est une idéologie égalitariste, et il lui a dit, quand elle voulait apprendre à lire, il lui a dit tu apprendras à lire au CP comme tout le monde. Et donc, il ne l'a jamais avancé, il a toujours nié qu'elle était surdouée, qu'elle était en avance. Et on voit très bien dans ce témoignage-là, bon, tous les autres témoignages sont très intéressants également, hein, mais ce qu'on voit très bien dans ce témoignage-là, c'est la lente descente aux enfers, en fait. C'est vrai que ce témoignage-là est plutôt négatif. Exactement. Il est même quelquefois très difficile à suivre au niveau de la douleur ressentie de la personne. Oui, et il explique bien comme elle ressent, c'est une négation de son identité. Et c'est exactement ça. Quand les enfants sont petits, c'est un petit peu comme ça pour tous les enfants, hein. Mais là, si on loupe ces années-là, vers 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand les enfants veulent lire et puis on leur dit non, tu feras ça plus tard, on loupe cet apprentissage-là qui est très important. L'enfant ne se développe pas bien. Et après, bon, elle a eu elle ne s'en est jamais remise. Oui, effectivement. Moi, ce que je voulais dire un petit peu là dans ce podcast, c'est que actuellement, donc moi, je refuse cette pathologisation du haut potentiel, parce qu'en fait, maintenant, on empêche les enfants d'avancer. Les sauts de classe sont très très durs à obtenir. Les parents vont dans le privé, hein. Donc en fait, c'est pas très bien pour les enfants qui n'ont pas d'argent, puisque le privé, bon, il faut payer. D'ailleurs, nous aussi, on est allé dans le privé. Pour le deuxième saut, on a dû aller dans le privé. D'accord. Hein, donc c'est pas très bien pour ceux qui n'ont pas d'argent, parce que dans les milieux défavorisés, il y a aussi des surdoués. Hein. Oui. Ça n'est pas une question de milieu. Et donc maintenant, on les empêche d'avancer. Et après, ils vont mal, bien sûr, puisqu'on les a empêchés d'avancer. Et on dit, vous voyez, les surdoués, ils vont mal. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on les avait laissés avancer, ils iraient bien. Donc, de par ton expérience, tu serais plus favorable, toi, à un saut de classe des enfants à partir du moment où ils sont identifiés au potentiel et qu'ils en ont besoin aussi, oui. Puisque on n'a pas forcément besoin de sauter une classe en étant au potentiel. Tout dépend du milieu où on est. Oui. Parce qu'évidemment, quand on est au potentiel, si on habite à Paris, dans le 17e arrondissement, c'est pas pareil qu'en banlieue très défavorisée ou dans une classe où les enfants aucun ne sait lire. Après, on est traité d'intello. Enfin voilà, il y a des contextes très très différents. Ton livre donc des femmes surdouées a pour sujet les femmes, mais tu reviens souvent sur ces histoires de précocité en étant jeune. Et tu dis donc, je te cite, un enfant précoce très jeune, soumis à un environnement dans lequel il ne peut acquérir des expériences nouvelles enrichissantes, peut se trouver être totalement déstabilisé dans son développement cognitif. Voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement ce que moi j'ai appris quand j'étais en licence de psychologie. Là, oui. L'apprentissage stimule le développement. Et alors, je vais poser une question idiote. Tu me corriges si je me trompe. Ce que je crois comprendre, donc, c'est que un enfant avec un haut QI a de toute manière un haut QI, qu'il soit dans un environnement favorable ou pas. Donc, est-ce qu'un enfant avec un haut QI, garçon ou fille, ne peut pas développer de toute manière tout un tas d'aptitudes, même si ça n'a aucun rapport avec son environnement? Je sais pas moi, développer une aptitude d'observation, s'il a aucune stimulation intellectuelle, développer une attitude de rapport avec les autres, relationnelle, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se développer à travers ce haut QI, puisque le haut QI existe de toute manière, que l'enfant soit soumis à un environnement ou pas. Je comprends sur le principe que des expériences nouvelles enrichissantes peuvent l'aider à développer ses aptitudes cognitives, mais est-ce qu'il peut pas se les créer lui-même, ces expériences nouvelles? C'est ça ma question. Quand il a 4-5 ans, c'est difficile, quoi. C'est très dur. C'est des petits-enfants, quand même, hein. Oui. Moi, je peux te raconter mon expérience, hein. Nous, notre fils aîné, à 3 ans, il commençait déjà à avoir compris le sens pour la lecture, le rapport entre les sons et les lettres. Il m'écrivait des lettres. Il me disait là, qu'est-ce que j'ai écrit, tout ça. Donc, à 3 ans, il était très content d'aller à l'école et il croyait qu'il allait apprendre à lire, là, tout de suite. Oui. Évidemment, à 3 ans, en maternelle,
on n'apprend pas à lire. Donc, j'ai récupéré à midi à l'école, j'ai récupéré un enfant en pleurs, en sanglots. Et alors que c'était un enfant qui ne pleurait jamais, hein, vraiment, il ne pleurait pas beaucoup. Voilà, c'est ça ce que je veux expliquer, c'est que les enfants, ils se dépriment. C'est-à-dire qu'on peut pas leur demander à eux, à 4 ans, 5 ans, 3 ans même, comme tu dis, de se créer un petit monde. Ben non, ils sont trop petits, quoi. Alors que tous les autres, l'école est adaptée pour eux. Là, à 3 ans, on a dit non, tu n'écris pas. Et alors, ce qu'il a fait, donc il faisait des dessins à la maison très beaux, il dessinait des voitures, il écrivait des lettres, etc. Et à l'école, il s'est mis à gribouiller. C'est-à-dire qu'il a vu les autres qui faisaient des gribouillages. Il s'est adapté et pour avoir des copains, mais il était très sociable. Hein. Donc justement, quand on dit les surdoués sont pas sociables, nanana, bon, oui. Vraiment c'est pas toujours vrai. Oui, ils ont plutôt une intelligence. Enfin, on peut relever une sorte justement d'intelligence sociale qui fait qu'on va s'adapter au niveau des autres. Exactement. Pour pouvoir justement avoir des copains, des copines et tout ça et ne pas être tout seul dans son coin. Bien sûr. Et après, il me disait, je me rappelle quand il avait 3 ans, je lui disais bon, écoute, comme je le voyais pleurer. Je lui disais, écoute, tu peux rester à la maison, hein, si c'est trop dur. Il me disait, non, t'inquiète pas, je vais jouer à l'école et je travaille à la maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi tu mets le focus sur cette histoire d'enfant précoce qui peut se trouver déstabilisé dans son développement. C'est parce que, si j'ai bien compris, par rapport aux témoignages que tu as eu des femmes surdouées, jusqu'à une certaine époque, il se trouve que l'identification des surdoués se faisait surtout chez les garçons que chez les filles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Jean-Charles Terrassier, par exemple, qui a préfacé mon 2e livre, d'ailleurs, je le dis au passant, il expliquait que dans son cabinet, il avait une fille pour 5 garçons. Oui. Ce qui est quand même énorme. Après, il y a d'autres personnes qui ont dit une fille pour 3 garçons. Bon, peut-être maintenant ça se rapproche un petit peu plus, on s'occupe peut-être un peu plus des petites filles, mais il est vrai que moi j'ai très souvent parlé donc à des femmes surdouées et elles me disaient souvent de toute façon à la maison c'était mon frère qui était surdoué, c'était pas moi. Ça arrivait très très souvent parce qu'en fait les petites filles sont plus scolaires et donc voilà, elles vont bien, c'est le garçon qui est moins scolaire, qui s'énerve plus agité et à partir de là on va essayer de rechercher ce qu'il a. Voilà, c'est ça. Comme il en a marre, il s'ennuie, des fois il peut faire le clown, tout simplement, hein. Et donc on teste plus. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans mon dernier livre, mais alors je connais plus le chiffre là exact. Quand on tape sur Google, il y a plus de chiffres. Mon garçon est surdoué que ma fille est surdouée. Quelle est la position de la science? Quelles sont les études sur ce sujet au niveau du pourcentage? Si j'ai bien compris, c'était du 50-50, du 50-50 en fait au niveau HPI. Oui, c'est 50-50 les données scientifiques. Hein. Mais cela ne se retrouvait pas dans les cabinets. Et ça se retrouve toujours pas dans les cabinets peut-être, je ne sais pas. Oui, actuellement, je ne saurais pas trop dire, mais bon, à cette époque-là, c'était un petit peu ce qui se passait. Parce que ce qu'on constate, c'est que sur les réseaux sociaux, par contre, c'est l'inverse. Il y a plus de femmes, oui. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, après, c'est vrai que il y a une croyance aussi que les femmes s'épanchent plus. Hein. Bon, c'est vrai que les femmes sont plus verbales, elles s'épanchent plus. Ça c'est un truc qui est assez connu. Les hommes sont plus dans l'action, mais bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a peut-être plus de femmes. Oui, je me demande moi si c'est pas à cause de l'image de l'endroit où on place les HPI, c'est-à-dire plutôt dans la psychologie, et que la psychologie c'est plutôt un truc qui intéresse les femmes. Alors là, je dis peut-être n'importe quoi, je n'en sais rien. Oui. Bon, ça, on connaît pas trop. Ça, je peux pas dire exactement parce que là, je ne connais pas trop les chiffres. Mais bon, c'est vrai que les femmes parlent plus facilement, peut-être, de leur vie, en fait, en général. Et alors, à travers donc ces témoignages et ton expérience, quelles sont les croyances et les stéréotypes qui sont relatifs aux femmes surdouées? Disons que, moi c'est un petit peu ce que j'avais dit dans ma conférence que j'avais faite à Bruxelles. Oui, une conférence très intéressante, pardon, je te coupe justement, une conférence très très intéressante sur laquelle je me suis basé pour cet entretien, qu'on peut écouter sur YouTube. Je donnerai le lien dans la description du podcast. Oui, c'est vrai, ça c'était en 2015. Ce jour-là, il y avait Ariel Ada aussi, qui a préfacé mon livre Des femmes surdouées. Et puis il y avait aussi Cécile Bost, qui malheureusement disparu l'année dernière. Cécile Bost qui a écrit Douance et Résilience, qui a fait le blog aussi Talents différents, qui était aussi un des blogs un petit peu en même temps que moi en 2009. Et d'ailleurs, Stéphanie Aubertin aussi avait fait de nombreux articles sur le QI là-dedans.
Exactement. Et d'ailleurs, faut souligner malheureusement dans la série des disparitions que Jean-Charles Terrassier vient juste de disparaître aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est très triste. Ouais. Et donc, tu disais cette conférence à Bruxelles. Donc moi j'avais parlé du livre L'origine des génies de Claude Tellot là, qui avait répertorié donc dans l'histoire et tout 350 génies et dans les 350 il y avait 8 femmes seulement. Oui. Donc évidemment c'est un petit peu dur quand même pour les femmes. Donc les femmes soit ne sont pas visibles. C'est là où on voit effectivement que c'est peut-être une construction sociale qui fait que les femmes sont moins identifiées ou même ne cherchent pas à savoir si elles sont elles-mêmes surdouées. Alors que des femmes génies, il y en avait quand même, elles n'étaient pas visibles. Alors les femmes se sous-estiment souvent. C'est un petit peu ce qui se passe. Elles ont un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Oui, alors est-ce que tu pourrais justement, développer sur le syndrome de l'imposteur? Peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est un syndrome qui consiste à douter de ses compétences et attribuer la réussite à la chance. Alors ça c'est le syndrome de l'imposteur. On dit j'ai une réussite, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon patron, ou je ne sais quoi. Voilà, on ne croit pas à sa compétence personnelle. Et alors il y avait aussi une étude. Là tu me parlais d'études. Il y avait l'étude de Furnham sur l'intelligence perçue, donc qui avait été faite en 2009, qui avait trouvé que les hommes surestimaient leur QI et les femmes sous-estimaient leur QI en moyenne de 5 points. D'accord. Donc okay. Ça c'était assez incroyable. Les femmes se rabaissaient et ça ça avait été fait dans de nombreux pays comme étude. C'était vraiment quelque chose d'assez solide comme référence. Voilà, ça c'était un petit peu étonnant aussi. Mais c'est un petit peu ce qu'on constate. C'est un peu dommage C'est un petit peu ce qui m'avait fait faire un petit peu un livre uniquement sur les femmes. Donc c'était pas du tout quelque chose de féministe ou contre les hommes. Non, c'était comme ça parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Tu dis donc que les femmes surdouées se sous-estiment. Tu dis aussi qu'il y a du déni. Alors ça, l'acceptation après est différente selon... Non, il y en a qui sont contentes quand même, mais c'est vrai que être testé à l'âge adulte, c'est pas pareil que d'être testé à l'âge enfant. Ça peut bousculer. Exactement, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, ça peut changer beaucoup de choses. Après, ça peut aussi apporter des bonnes choses. Exactement, ça peut être une révélation. On peut aussi changer de travail. Il y a des gens qui se décident tout d'un coup de reprendre des études. Ça peut être très très bien aussi, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on le sait depuis longtemps. Je me rends bien compte. Moi, c'est quelque chose, c'est un truc auquel je ne pense jamais en fait pour moi-même. Mais donc le fait même que les filles sont ou étaient moins décelées que les garçons fait justement que une femme au potentiel va réaliser qu'elle est au potentiel plutôt sur le tard. Ça participe à ça aussi, oui, bien sûr. J'avais vu un reportage, je me souviens une fois, c'était une famille, donc le père, la mère et 2 garçons. Le père et les 2 garçons avaient été testés, ils étaient surdoués et tout ça. Et puis la mère était allée se faire tester et puis on la voyait qu'elle racontait à sa famille qu'elle avait un QI de 140. Et alors, ce qui était incroyable, c'était la tête qui faisait tout. Ils n'y croyaient pas. Pour eux, c'était vraiment. Alors que c'était bien évident pour eux-mêmes. Mais alors, que la mère ait un QI de 140, non, ça, ils ne l'avaient même pas imaginé. Évidemment, on va pas généraliser sur un truc comme ça, mais c'était marrant, quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme autre croyance spécifique des femmes elles-mêmes sur les femmes surdouées? Alors ça, je ne saurais pas dire, mais comme croyance spécifique, en fait, souvent, elles pensent que tout ce qu'elles font est normal, Parce qu'il y a quand même des femmes qui gèrent des trucs, qui travaillent, qui gèrent leur famille en même temps, qui font des trucs incroyables. Et puis, elles trouvent ça normal, Oui, c'est ça. Elles ne s'imaginent pas que c'est être surdoué, Ce que tu relèves, qui me paraissait pour moi étonnant et dans le positif, tu as fait une petite étude. Alors donc, tu dis toi-même dans la conférence que cette étude a effectivement un biais de recrutement, mais voilà, il faut l'apprendre comme il faut l'apprendre. Mais tu as remarqué que dans ton échantillon, ce sont les femmes qui sont le plus multidiplômées comparées aux hommes. C'est vrai. Donc, j'avais 125 personnes. Et puis, il y avait aussi une réussite des femmes supérieure aux hommes. Il y avait ça. Et les femmes avaient eu plus de facilité dans leur scolarité. C'était ça dans mon petit échantillon. Mais elles étaient moins satisfaites dans leur profession après.
Oui, c'était étonnant d'ailleurs, ouais. Là aussi, on peut se poser la question si c'est la domination masculine. Enfin, j'emploie des termes qui sont peut-être un peu passe-partout ou galvaudés, mais bon, est-ce que c'est la société qui fait qu'elles se retrouvent à des postes qui leur conviennent le moins? Est-ce que c'est elles-mêmes qui se sous-estiment? Ouais. Il y a aussi la maternité, hein. Bon, les femmes passent, elles ont un petit peu leur profession coupée à cause des maternités. Comment se joue la maternité? Est-ce qu'il y a une différence? Je pense pas qu'au niveau biologique, il y a une différence, mais... Là, il n'y a pas eu trop d'études là-dessus, je crois. Non, moi, je pense pas que ça joue. Bah, justement, là, c'est intéressant parce que donc ma fille, là, je viens d'avoir une petite fille, donc j'ai une petite fille au mois de novembre, là, donc faudrait que je lui pose la question. Mais bon, l'autre jour, on discutait de ça et donc elle disait que bon, voilà, on discutait un peu des changements qu'on a quand on a un enfant, quoi. Ça change un peu la vie et bon, elle disait oh ben moi ça ne m'a pas tellement changé, voilà. Donc voilà, bon, c'est uniquement ma fille, mais voilà, c'est un vrai bonheur d'avoir cette petite fille là. Je suis très contente. Mais alors justement, donc tu parles de petits enfants, d'enfants, et puis quand même avec à la fois ton site et aussi le groupe Facebook, il y a quand même environ 1800 membres. Oui, oui. Je suppose de tous âges aussi. Est-ce que tu as remarqué pour toi par rapport à cette expérience-là, qui est donc pas encore une fois pas la généralité, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une différence avec les nouvelles générations, une différence de représentation des femmes surdouées? Pour les femmes spécifiquement, ça je ne sais pas, mais disons que sur les groupes Facebook, bon, il y a beaucoup de gens. Moi, j'accueille des gens qui se posent des questions, hein, justement, et bon, il y a beaucoup de gens qui ont subi un petit peu toutes les fausses informations là qui arrivent en ce moment là, de pathologisation du sujet. Les jeunes, notamment, c'est ça. Quand, par exemple, si je prends ton exemple, toi, tu as appris récemment, hein, je crois, tu m'avais dit. Oui, ça fait 1 an. Voilà, donc tu as un petit peu regardé ce qui se passe et bon, c'est vrai, quand on regarde comme ça ce qui se passe, il y a de quoi être un petit peu effrayé, hein, quand on regarde, oui. quand on regarde les réseaux sociaux, on a tous des gens qui disent mon Dieu, quel malheur d'être surdoué, on est trop sensible, on est malheureux, on va être en échec scolaire, etc., etc. Bon voilà, donc moi j'accueille un petit peu tous les gens qui se posent des questions, justement pour un peu remettre à plat toute cette désinformation, parce que il y a quand même beaucoup de désinformation qui se passe sur les réseaux sociaux et ce n'est pas du tout en phase avec les données scientifiques, hein. C'est ça qui est terrible. Ben c'est pour ça que c'est super intéressant qu'il y ait beaucoup de gens comme toi, enfin il y en a de plus en plus de gens comme toi qui interviennent en ligne et qui créent justement ces liens avec les gens et qui sont des professionnels et qui sont des vulgarisateurs de la science et de la psychologie. Oui, mais bon, quelquefois on est un petit peu démunis, dépassés. Moi, quelquefois j'ai l'impression de faire une goutte d'eau dans un océan d'informations. Voilà, c'est justement ce que, si on trouve une définition des surdoués, c'est qu'ils sont quand même solides, ils sont persévérants. Bon, je suis persévérante, je continue, mais bon, c'est vrai que des fois on se dit c'est pas possible, quoi, on va pas y arriver. Bon, surtout que par exemple, bon, moi j'ai écrit 3 livres et puis bon, je n'ai pas trouvé d'éditeur, donc après les journalistes ne regardent pas quand on n'a pas un gros éditeur. Est-ce que tu peux les nommer tes 3 livres comme ça? On va faire un peu de... Voilà. Alors, donc mon premier livre, c'est Des femmes surdouées. Donc j'ai bien écrit avec le D pour ne pas généraliser, puisque c'était des témoignages comme ça, hein. On peut pas faire de généralisation. Oui, puis il faut pas confondre justement avec Les femmes surdouées de Monique Kermadec. Qui a été écrit après, d'ailleurs, et qui n'a pas du tout cité mon livre, bien qu'elle l'a lu, hein, quand même, puisqu'elle a repris l'histoire de l'origine des génies de Claude Tellot. Bon, c'est un livre très peu connu. C'est étonnant. Elle a repris l'histoire, hein, oui. Normalement, on doit citer les gens qu'on lit avant, hein, mais bon. Et voilà, donc Des femmes surdouées, donc préfacé par Lada. Après, le deuxième livre, c'est Les surdoués atteints de haut potentiel, l'intelligence malmenée, préfacé par Jean-Charles Terrassier. Oui, je le trouve génial, moi, ce titre. Ben, il n'a pas été bien compris, hein. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris le titre. C'était quoi qui t'avait inspiré déjà par rapport à ce titre? Une fois, j'avais entendu une expression comme ça, donc ça devait être dans une conférence de la FEF, enfin, je sais plus trop, ou une conférence comme ça sur YouTube. Quelqu'un disait quand les enfants sont atteints de haut potentiel.
Alors là, je m'étais dit, mon Dieu, mais c'est une grave maladie, ça. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu ce jeu de mots. Mais bon, c'est bien, tu l'as compris, hein, parce que... Et une des idées que j'avais pour nommer, pour donner le nom à cet épisode, c'était les femmes surdouées atteintes de haut potentiel. Oui, ça va faire le clin d'œil. Oui. Et ton troisième livre? Donc après le troisième livre, c'est Surdoué, quelle chance, de l'enfant à l'adulte épanoui. Voilà, les 3 livres qui sont vraiment avec beaucoup de recherches, beaucoup de données scientifiques. Et dans le troisième livre, j'ai des témoignages récents, d'enfants qui sont jeunes, qui ont une dizaine d'années maintenant. En fait, maintenant, pour les enfants, j'ai l'impression que c'est encore plus dur que quand moi, mes enfants étaient petits, par exemple, pour sauter une classe, c'est moins facile qu'avant. Les gens doivent aller dans le privé. Là, j'ai un exemple, par exemple, dans un de mes témoignages. Avec ce qui s'est passé dans les travaux au ministère en 2019, ça ne s'arrange pas du tout, là. C'est quoi qui s'est passé, pardon, excuse-moi, je suis peut-être pas au courant. Alors, donc, il y a eu des travaux au ministère, donc sur Ediscol, là, maintenant, ils ont rédigé un texte, et donc, dans ces travaux, il y a une pathologisation, ça ne s'arrange pas, quoi, parce qu'en fait, il y a une confusion avec les troubles. Par exemple, si un enfant est dyslexique et qu'il a un haut potentiel, il y a des gens, par exemple, qui disent que c'est difficile d'être à haut potentiel. Non, c'est difficile d'être dyslexique. Et quand on est dyslexique, c'est beaucoup plus facile d'avoir un haut potentiel qu'un potentiel moyen. Oui, puisqu'on peut avoir des méthodes de compensation où la compensation va peut-être venir naturellement ou par la compréhension du problème. Exactement. Oui. Ça aide, on a plus de mémoire. D'ailleurs, ils sont meilleurs à l'oral, etc. Moi, je lutte complètement contre cette pathologisation qui augmente, je trouve. Voilà, donc il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi. Donc c'est ma participation à l'article La pseudoscience des surdoués de Franck Ramus et Nicolas Govrit. Franck Ramus m'avait demandé de faire le florilège, puisque il était question un petit peu de relever tout ce qui se disait comme article faux dans la presse, en fait. Donc c'est pour ça que, comme moi j'avais déjà relevé ça sur mon site, c'était facile pour moi de les reprendre. Par exemple, on disait il y a 1/3 d'échecs scolaires chez les surdoués. Voilà, ça c'est faux. Il y a une vulnérabilité de l'amygdale, il y a plus d'anxiété chez les surdoués. Non, ça c'est faux. Donc cet article était en 2017 et il a fait un petit peu de bruit, mais j'ai l'impression qu'il faudrait refaire un petit peu de bruit maintenant, parce qu'il y a peut-être pas eu assez de bruit, quoi, sur cet article. Il faut taper sur des casseroles, il y a aussi des gens, ou peut-être des journalistes, peut-être qui sont bien contents de taper sur les surdoués. Ça leur fait du bien, je ne sais pas. Mais si on peut faire une comparaison, par exemple, si on a la grippe et qu'on est gaucher, on va pas dire que c'est parce qu'on est gaucher, quoi. Voilà. C'est un petit peu ce qu'ils font. C'est un petit peu ça. C'est le fameux, c'est quelque chose qui revient très souvent depuis 2 ans avec la pandémie. C'est le fameux corrélation n'est pas causalité. Oui, voilà. C'est une des phrases de Gérald Bronner, justement, qui est dans notre association d'ailleurs, parce que j'ai créé aussi une association qui s'intéresse aux croyances. C'est vrai que là, croire que les surdoués sont malheureux, c'est vraiment une fausse croyance. Ils sont plus en réussite, ils vont mieux en général. Voilà, ce sont les résultats scientifiques. Il y a pas de doute là-dessus. Ça a été bien dit. Oui, ils réussissent mieux leur scolarité, leur vie professionnelle. Ils vivent plus longtemps, en meilleure santé. C'est assez logique puisque s'ils réussissent mieux leur vie professionnelle, ils ont plus d'argent. Enfin voilà. Ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'on cesse de dénigrer les surdoués, quoi. C'est insupportable. Et souvent, les gens, quand ils parlent des surdoués avec trouble, ils disent c'est le haut potentiel qui est le problème. Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a certaines conférences, par exemple, où on place les troubles. Par exemple, on dit 10, TDAH, TSA. Donc ça, c'est l'autisme. Alors, on peut en parler aussi de l'autisme, mais on n'a pas trop le temps, là, je crois. Et haut potentiel intellectuel. Ils mettent toutes ces choses-là sur le même plan, alors que le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble. Moi, il me semble vraiment, c'est simple à comprendre, mais apparemment, donc je me bagarre pour ça parce que moi, je suis surdouée, mes enfants sont surdoués, et je n'ai pas du tout envie de dire qu'on a des troubles.
Parce que ce n'est pas vrai. On a une chance, oui. justement. Oui. On va peut-être revenir pour terminer sur quand même sur le sujet des femmes. Si on voulait faire une conclusion, on peut dire que les femmes surdouées ne sont pas différentes des hommes surdoués. Non, à supposer que quand même les femmes sont différentes des hommes, mais tout simplement, quoi. Voilà. Oui, exactement. Ni plus ni moins. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à ton livre ou par rapport justement aux femmes surdouées? Je voudrais rajouter je voudrais remercier ces femmes d'ailleurs. Et il y en a certaines, j'aimerais bien avoir de leurs nouvelles parce que ça fait un petit moment. Et alors là, justement, avec ce podcast, ça m'a donné l'occasion de le relire et j'ai pris une vraie joie de les relire. Et je me suis dit vraiment, qu'est-ce qu'elles écrivent bien, c'est trop bien, quoi. Donc vraiment, moi je conseille de les lire parce que vraiment elles ont écrit des messages formidables. Il y a vraiment des choses à apprendre. Et d'ailleurs il y en a une. Donc on n'a pas parlé des troubles de l'autisme, mais il y a une des femmes donc qui a démarré comme ça. On a échangé pendant à peu près 1 an avant d'écrire son témoignage. Et au départ, elle croyait que ses problèmes venaient du fait qu'elle était surdouée. Et puis petit à petit, donc elle en est venue à découvrir qu'elle était une femme autiste, Asperger. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Donc c'est le témoignage de Kathleen. Elle s'est fait tester au départ, croyant que ses problèmes venaient du haut potentiel, puisqu'elle avait écouté des choses, lu des choses, etc. Tout ce qui se dit, quoi. Et puis petit à petit, elle a vu que ses problèmes, non, c'était dû à l'autisme et au TSA en fait, le trouble du spectre autistique. Voilà. Et donc dans mon dernier livre aussi, je rajoute, il y a une maman aussi qui a témoigné, qui a 3 enfants. Donc elle a une fille très haut QI et un garçon avec autisme, et elle a perdu pendant 2 ans avec ce garçon du temps parce qu'on lui disait ses problèmes sont dus au potentiel. Voilà. Dans une association qui est la FEP. Voilà. Une perte de 2 ans pour un enfant alors qu'il aurait pu faire des trucs d'habileté sociale, par exemple, des choses un petit peu pour voilà, ça c'est les mauvais diagnostics, les mauvaises informations qui donnent ça. Ça a des conséquences, les mauvaises informations. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et moi, vraiment, je ne comprends pas comment on peut faire passer des messages comme ça, ce que j'ai appelé dans mon 2e livre des messages brouillés. C'est tout brouillé, plus personne ne comprend rien. Est-ce que tu crois, on en revient plus ou moins à la politique, on en revient à tout un tas de trucs, est-ce que tu crois qu'il est possible un jour que ces deux côtés des débats sur les hauts potentiels se rejoignent? Est-ce que c'est possible? Est-ce que on peut pas puiser d'un côté là et puiser d'un côté de là, et essayer de faire quelque chose, que tout n'est pas noir ou blanc, hein? Oui, ça c'est dans le monde des bisounours, oui, moi j'espère. Oui, c'est vrai, moi je suis ouverte à ça. Parce que, mais tu es une vraie Terminator. Moi j'aimerais que l'on comprenne ça, parce que quand même, quand j'entends que les surdoués sont fragiles, non, moi je peux pas entendre ça, parce que moi j'ai des témoignages de femmes qui sont d'une solidité mais incroyable. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ton recueil. Il y a combien de témoignages de femmes surdouées? Oh, tiens, je n'ai pas compté. En gros, alors on va dire. J'en ai une vingtaine, je crois. Ce qu'on retient, c'est malgré toutes les épreuves que beaucoup traversent, justement, c'est, comme tu dis, cette solidité, cette force. Cette force, mais incroyable. Cette persévérance, et je pense que ça, c'est vraiment dû au potentiel. Parce que sinon, on n'y arriverait pas, quoi. Il y a des femmes qui sortent, qui ont une résilience, une endurance. Et je pense que ça, c'est dû quand même à l'intelligence. Bon, il y a des gens qui veulent pas employer ce mot intelligence. Bon, moi, j'aime bien ce mot. Il y a des gens qui veulent pas employer le mot surdoué. Bon, moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Il y a des gens qui n'aiment pas. Bon, Arielada emploie le mot doué, qui est bien aussi. Mais c'est vrai que ça donne quand même des possibilités. On a plus de possibilités pour réagir à des situations difficiles. Par exemple, des traumatismes. Donc ça a été démontré. Même comme les hauts potentiels parlent plus, ils arrivent mieux à parler de leur traumatisme et donc ils ont une meilleure résilience. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même extrêmement positives. Et on peut pas tout négativiser comme ça, c'est pas possible. Voilà. Voilà, un rire qui vaut toutes les conclusions. Merci Nadine pour cet entretien passionné. Sportez-vous bien, intensément, c'est le podcast Divergent.